on a créé une petite chaîne qui s'appelle Campanile. Il y avait 0 hôtel quand je suis arrivé. Et je suis parti pour une aventure. Du jour au lendemain, j'ai arrêté tout ce que je faisais. Ça m'a fait quelque chose, pas très longtemps. Et puis, je me suis lancé dans l'aventure à développer cette chaîne hôtelière qui, quand on l'a vendue, on avait plus de 1000 hôtels avec plusieurs marques, etc. Je me suis consacré à 100% à la députation et devenu maire l'année d'après. J'ai fait 2 mandats de député et de maire. Je me fais plaisir. Et même dans les affaires, j'ai toujours fait les affaires pour me faire plaisir. Bonjour Franz. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être venu sur Open Mind. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Pour les gens qui ne connaissent pas, du coup, tu es Franz Tétinger. Tu es connu par rapport à ta famille et au champagne Tétinger. Et quand j'ai voulu faire ton interview, tu as fait énormément de choses dans ta vie. Tu es passé par l'aviation, l'hôtellerie, la politique, le champagne. Et aujourd'hui, on va revenir sur ta vie pour nous raconter ton histoire et aussi ton point de vue de comment tu pourrais aider les jeunes qui ont envie d'entreprendre ce genre de projet. Est-ce que ça te va? Ça va très bien. Alors pour commencer, donc tu fais partie de la famille Tétinger. Oui. Est-ce que tu me parlais un peu de l'histoire de la famille, du champagne, comment ça s'est passé? Alors notre histoire de famille, elle a des origines lorraines. Toute ma famille, la famille Tétinger, on était de Lorrain, près de la ville de Metz. Et en 1870, mes arrière-grands-parents, quand il y a eu l'annexion par l'Allemagne, donc l'Alsace et la Lorraine, ont décidé de ne pas rester là-bas pour devenir allemands. Ils sont donc venus s'installer en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux, donc près de Paris. C'était des petits maraîchers, c'était une petite famille de gens besogneux, etc. Et l'histoire de notre groupe, elle a démarré avec mon arrière-grand-père, qui s'appelle Alexandre Tétinger, et qui, lui, a fait toute une carrière un peu politique aussi. Et puis, il a fait dans les transports, dans les voyages, il a fait des études qui lui ont permis d'avoir des postes, notamment à la Société des wagons-lits, des postes d'administrateur, etc. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui a créé le groupe. C'est son fils, mon grand-père, Pierre Tétinger, qui était donc parisien, qui avait épousé une femme qui était originaire de Charente, propriétaire d'une maison de cognac. Et mon grand-père était un homme politique. Il a fait toute sa carrière à Paris comme député. Il était maire de Paris pendant la guerre 40. Mais il avait dans sa famille des beaux-frères qui étaient dans le vin, qui étaient des revendeurs de vin, de petites marques. Et un jour, il a eu l'opportunité, en 1930, en 1932, d'acheter une petite maison. Et il a dit à ses beaux-frères, écoutez, moi, je n'ai pas vocation à m'occuper de ces affaires-là, mais je vous aiderai. Essayez de voir ce qu'on peut faire avec cette société. Et c'est donc un des frères de mon grand-père qui a fait prospérer l'affaire jusqu'au moment où mon oncle, le frère de mon père, François Tétinger, est arrivé dans l'affaire avant la guerre. C'est vraiment lui qui a développé l'affaire Tétinger et qui a donné le nom à cette marque de champagne qui s'appelait Tétinger, qui a donné notre nom. Voilà. À l'époque, je fais un aparté, ça ne se faisait pas du tout de donner le nom, ni d'avoir des vignes. On était arrivé un petit peu comme des gens qui n'y connaissaient rien. Et en fait, il s'est avéré un formidable homme d'affaires. Et le champagne Tétinger est à l'origine de notre groupe familial. Donc, voilà, Et comment toi tu l'as vécu quand tu étais jeune, ce côté-là? Alors moi, quand j'étais jeune, d'abord, je suis né à Reims, donc j'ai fait toutes mes études à Reims, c'est mes premières années. Et j'ai pas tellement été mêlé à l'histoire de la famille parce que j'étais pensionnaire dans une institution où on faisait des études, etc. Mon père avait à ce moment-là une fonction politique importante, il était député maire de Reims, mais on ne s'occupait pas tellement de nos affaires de famille, lui non plus. Et moi, quand j'ai eu 20 ans, j'avais envie, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, et j'avais envie un peu de voir un peu ce qui se passait ailleurs. J'ai fait un service militaire tout de suite, parce qu'à l'époque on le faisait encore obligatoirement. Je n'ai pas fait d'études supérieures, je n'avais pas de vocation particulière à devenir un médecin, avocat ou autre chose. J'ai fait mon service militaire et la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai fait dans le service cinématographique des armées. Ce qui fait que je suis rentré, sans faire exprès, dans un espèce de milieu du cinéma, pas très longtemps, mais qui m'a plu. Okay. Et j'ai eu l'occasion après mon service militaire, que j'ai fait dans la marine, mais au service cinématographique des armées, d'assister à quelques tournages de films, etc. Et puis, ça m'a intéressé, mais pas au point de vouloir continuer dans ce matin. Et à l'occasion de vacances que je passais à Chamonix, en Haute-Savoie, Chamonix était pour nous une ville très importante. Ma grand-mère y avait débuté le ski, mes parents y allaient souvent, on y allait tout le temps en vacances. Et pendant les vacances, j'ai eu l'occasion de faire un tour d'avion avec un de mes amis qui m'a dit « Tiens, je vais t'emmener ». Et puis, ça m'a plu. Voilà.
ça m'a plu et je me suis dit, je vais continuer. La veille, j'y pensais pas, je vais continuer et j'ai continué à faire de l'aviation en passant tous mes brevets de pilote privé, professionnel, instructeur, pilote de glacier, pilote d'hélicoptère. Et pendant 10 ans, ça a été mon premier métier à Salanches, donc et à Megève, près de Chamonix, d'enseigner l'aviation de montagne à des tas de pilotes, de former des gens, et ça m'a énormément plu. Voilà. Et tu as commencé à quel âge ta J'ai formation? commencé l'aviation à 22 ans, 23 ans, tout de suite après, voilà. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai passé tous mes diplômes et j'ai connu ma femme là-bas, on a eu notre premier enfant. J'adorais cette région et je me suis passionné pour cette activité, mais ce n'était pas une vocation. Quand j'étais petit, jamais je voulais devenir aviateur. C'était le hasard. Oui, c'est une opportunité quoi, que tu as vue. Voilà, une opportunité. Mais par contre, quand j'ai commencé quelque chose, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Voilà. Je sais pas, je me suis dit, bon, là, je vais aller jusqu'au bout. Après, je continue ma carrière. Mon père, en 1974, il a arrêté la politique. Il a été, lui, député maire de Reims, ministre, garde des Sceaux, sous Georges Pompidou. Il avait une belle carrière politique. Et puis, quand Giscard est arrivé au pouvoir, il a décidé d'arrêter la politique et de reprendre une affaire familiale que le Champagne-Tétinger avait initiée en devenant actionnaire d'une société hôtelière qui s'appelait la Société du Louvre, qui végétait, qui était une vieille société qui avait été créée par les frères Perret il y a 200 ans, et qui avait quelques hôtels dans Paris, des beaux hôtels, hein, le Crillon, l'hôtel Lutetia, l'hôtel du Louvre, mais qui végétaient. Mes oncles s'occupaient l'un d'une banque et l'autre du champagne, et mon père s'est dit, pourquoi pas reprendre cette activité hôtelière et la faire fructifier. Il ne connaissait pas plus le métier, hein, mais il s'est dit, voilà, je me sens un peu obligé vis-à-vis de ma famille de faire fonctionner cette société plutôt que de la voir partir en déliquescence. Mais il a dit, je le fais à une condition, c'est que mes enfants viennent avec moi. Est-ce que du coup, tu arrêtes après 10 ans? Et mon père m'a dit, écoute Franz, tu fais bien, l'aviation c'est un métier qui te plaît, etc. Est-ce que c'est vraiment ton avenir, ta vocation? Je lui ai dit, écoute, moi tu sais, je suis ouvert à tout. Et je suis venu travailler avec lui. Mais moi je ne suis pas hôtelier, je n'ai pas fait d'école hôtelière, etc. Mais il m'a dit, tu sais, on a créé une petite chaîne qui s'appelle Campanile, il y avait 0 hôtel quand je suis arrivé. On va la développer, est-ce que tu veux m'aider? Et on va la développer, on va s'entourer de gens, voilà. Et je suis parti pour une aventure. Du jour au lendemain, j'ai arrêté tout ce que je faisais, ça m'a fait quelque chose pas très longtemps, et puis je me suis lancé dans l'aventure à développer cette chaîne hôtelière qui, quand on l'a vendue, on avait plus de 1000 hôtels avec plusieurs marques, etc. Le côté développement, le côté investissement, le côté hôtelier, bien sûr, ça m'a beaucoup plu et je me suis épanoui dans cette société. À ses côtés, il me laissait beaucoup de pouvoir, donc je n'étais pas dans un carcan. Et si on reprend un peu, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu arrêtes complètement l'aviation, mais comment faire ce choix? Comment on peut se dire du jour au lendemain, j'arrête tout? Parce qu'à un moment, je me suis dit, je te dis, ce n'était pas une vocation de départ. Alors, quand je dis j'arrête, j'ai continué à titre privé de temps en temps à faire des vols, parce que j'avais beaucoup d'amis, j'en fais quelques-uns encore, mais très peu. Mais moi, je suis quelqu'un qui est capable de tourner des pages sans problème. J'ai aucune nostalgie. Je pourrais refaire de l'aviation si je voulais. J'ai pas de nostalgie. Donc, quand je tourne des pages, je tourne la page, je repars à autre chose. Puis, tu vois, moi, je suis parti en politique, qui n'était pas prévu non plus. Eh bien, je tourne des pages. Je n'ai pas de nostalgie. J'ai adoré ce que j'ai fait. Je suis reparti à zéro dans l'hôtel. Je suis arrivé à une chaîne qui existait. Il y avait un bureau, 3 personnes. Et puis, il a fallu tout recréer. Ça m'a motivé. J'avais la confiance de mon père. On avait la chance, à ce moment-là, d'avoir un potentiel de développement important. L'hôtellerie type Campanile, Ibis, etc. était en train de prendre son essor. Et du coup, le marché nous a facilité les choses. Et puis, je me suis lancé là-dedans sans me poser de questions. Je n'ai jamais eu de regret d'avoir arrêté ce que j'ai fait. Jamais. Et c'est quoi, c'est quoi l'enjeu, en fait, quand tu crées Campanile? Alors, l'enjeu, c'est d'abord ça me faisait plaisir mon père, je n'avais pas beaucoup vu pendant les 25 premières années de ma vie. Donc, pendant où il avait envie qu'on travaille ensemble en me faisant confiance, je me suis dit, bon, c'est quand même un enjeu. C'était une entreprise familiale. Donc, on travaille quand même pour une famille, mes oncles, mes tantes, mes frères et sœurs. Et puis, dans un domaine qui était certes, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais qui était porteur, je ne me suis pas trop posé de questions. Le seul objectif que nous donnait mon père, moi je ne le voyais pas souvent, mais une fois par an, il me dit voilà, cette chaîne elle doit se développer, on ne doit pas perdre d'argent, parce que si on commence à faire des trucs et on perd tout ce qu'on veut, ça ne va pas. On doit faire en sorte. Et puis l'idée, c'est de créer un groupe familial hôtelier avec des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles,
1 étoile, 2 étoiles. Bon, ils avaient une volonté de se développer que j'ai suivie. Voilà. Et à un moment, je me disais, ben voilà, l'objectif c'est de faire ça, est-ce que tu peux le faire? Ben, je dis oui. Puis voilà. Mais si un jour j'avais plus envie ou faire autre chose, j'aurais pas été gêné. Je n'étais pas accroché. Et voilà. Ouais, je sais pas, tu vois souvent le côté opportunité de dire ah ça peut être intéressant, pourquoi pas Exactement. essayer et après tu Exactement. fais ton avis. Exactement, pourquoi pas essayer. Ça aurait pu être dans n'importe quel autre domaine. Hein. Je veux dire, j'avais pas fait d'école hôtelière, etc. Et puis, il se trouve que le groupe qu'on a repris, il y avait des hôtels dedans, donc il a fallu s'en occuper. Mais ça aurait pu être autre chose. Et j'ai beaucoup aimé ce métier. J'ai rencontré des tas de gens. Après, j'ai dirigé la chaîne Campanile, plus d'autres chaînes, plus un bel hôtel Martinez à Cannes, le Palais Méditerranée à Nice, etc. Donc, j'ai connu des tas de choses. Et puis, un jour, j'ai fait autre chose. Ouais, Et tous les 10 ans, j'ai fait autre chose. Parce que du coup, après 10 ans, là, tu rechanges et là, tu Ouais. vas dans la politique Voilà. et tu Alors, deviens maire de Asnières-sur-Seine. Alors là, c'était totalement un hasard, malgré ce que les gens ont pensé, parce que mon grand-père a fait beaucoup de politique, mon oncle aussi, et mon père aussi. Bon, moi, je aimais la politique, mais sans plus. On était petits quand il était maire de Reims. Et puis, quand on est arrivé de Chamonix, ma femme et moi, on a cherché un endroit à habiter. On habitait à Paris, ça ne nous plaisait pas, on est passé brusquement de la montagne, là, et on a trouvé cette maison à Asnières. On aurait pu habiter n'importe où ailleurs en région parisienne, mais on était sur Asnières. Bon. J'ai jamais été à Asnières de ma vie, donc on achète cette maison, on s'installe à Asnières, et moi j'ai été très pris par mes activités professionnelles, etc. Et puis il s'est trouvé que 1989, le maire d'Asnières, qui est un ami de mon père, mais que je ne connaissais pas. Un jour, il me fait venir, il me dit écoutez, je ne vous connais pas, mais j'aime bien votre famille, vous habitez à Asnières, je me représente pour la 5e fois, est-ce que vous accepteriez d'être sur ma liste? Et je lui dis écoutez, pourquoi pas, mais j'ai pas le temps. C'est-à-dire que si vous me demandez, j'ai pas le temps, j'ai trop d'activités, je vais vous décevoir. Il me dit non, je vous demanderai pas de vous occuper, etc. Donc, je suis élu conseiller municipal d'Asnières. Sur sa liste. Et puis au bout d'1 an ou 2, je me rends compte que dans cette ville, il y avait un problème de succession. Le maire était un type très bien, mais âgé, c'était son 5e mandat. Il y avait une foire d'empoigne pour sa succession, etc. Moi, j'étais assez neutre, puisque je n'étais pas historiquement de Asnières depuis longtemps. Et naturellement, il y a eu une élection de député en 1993, puis de maire après, où les gens m'ont dit écoute, Franz, toi, tu es l'ennemi de personne, l'ami de tout le monde, etc. Ça serait bien si tu pouvais te présenter. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai un métier, des trucs comme ça, mais le challenge m'a plu. Parce qu'il y a eu un vrai challenge à l'élection de député, où j'avais en face de moi un député du même bord que moi, mais qui n'était pas un type formidable, pour ne pas dire plus, et que j'ai battu en tant que député avant de devenir maire. Bon. Et du coup, j'ai bifurqué, c'est-à-dire que j'ai conservé mon poste de président de ma société. Mon père m'avait toujours dit, attention, politique, c'est pas un métier, il faut que tu t'assures quand même d'avoir une activité professionnelle et ne laisse pas tomber totalement l'hôtellerie. Bon. La chance que j'avais, c'est que j'avais une structure en dessous de moi importante, je pouvais déléguer beaucoup de choses. Mais je me suis consacré à 100% à la députation et devenu maire l'année d'après. J'ai fait 2 mandats de député et de maire et ça m'a beaucoup plu parce que Asnières, c'était une ville de 90 000 habitants. Il y avait des problèmes dans des quartiers difficiles, etc. De banlieue, dans les Hauts-de-Seine. Je ne devais rien à personne parce qu'à l'époque, les Hauts-de-Seine étaient dominés par Charles Pasqua, que j'aimais bien, mais à qui je ne devais rien. Donc ça m'a beaucoup servi de rien devoir à personne. Et du coup, je me suis épanoui dans ce métier politique jusqu'au jour où, une quinzaine d'années après, j'ai eu un souci de santé assez important. Qui m'a fait choisir. En clair, j'avais une vie quand même très prenante, le soir, le week-end, plus mon entreprise qui avait quand même 15 000 personnes. Et à un moment, je suis tombé par terre, voilà. Et puis, ça m'a dit, écoutez, soit vous levez le pied, soit vous allez avoir des problèmes. Donc, j'ai décidé à ce moment-là, je n'avais pas du tout de vocation à faire de la politique, mais j'ai arrêté ma carrière politique. J'ai expliqué aux gens, j'ai dit, voilà, j'arrête, j'ai plus la force, contrairement à 3/4 des hommes politiques, ils attendent de mourir avant d'arrêter la politique. Moi, j'ai décidé d'arrêter et de refaire autre chose, c'est-à-dire j'ai repris mes fonctions à plein temps d'hôtellerie, tout en me bifurquant vers de l'hôtellerie de luxe que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que dans notre groupe, on avait des hôtels de luxe, donc je me suis occupé de ça et je suis reparti un petit peu à zéro avec le Martinez à Cannes. On a construit le Palais du Méditerranée à Nice où il y a un hôtel Air Casino. Je me suis occupé de ce casino, ouvrir un casino à Nice, c'était pas évident. C'était pas notre métier du tout. Voilà. Il y a eu un challenge qui m'a vraiment plu, auquel je ne m'attendais pas forcément.
Et toute ma vie a été faite d'opportunités comme ça. Ouais, parce que, alors si on reprend un peu, quand tu deviens maire et député, moi je me dis, du point de vue extérieur, que les habitants ils se disent qu'il y a un qui devient maire de quelqu'un, enfin comment expliquer ça? Tu deviens maire d'une ville où tu n'as jamais vraiment habité. Si. Alors justement, c'est pour ça que je suis devenu maire. Quand on a habité à Asnières, j'habitais à Asnières. Oui. Et quand je suis rentré au conseil municipal en 89, je me suis aperçu les 3/4 des autres conseillers municipaux, dont le maire, n'habitaient pas à Asnières. J'étais un des seuls à habiter à Asnières. Un des seuls à habiter à Asnières. Bon. Et du coup, ça m'a donné une légitimité. Je dis, écoutez, moi, les problèmes que vous avez dans votre ville, c'est les mêmes que moi. Devant chez moi, il y a des poubelles, il y a les rues sont sales, il y a de l'insécurité. Je le vis tous les jours avec vous. Alors que la plupart des élus de l'époque n'habitaient pas à Asnières. Et du coup, j'ai fait une campagne locale, moi, aussi bien à la députation qu'à la mairie, en disant, écoutez, moi, je suis avec vous, j'ai les mêmes problèmes que vous, on va essayer de les régler ensemble. Voilà, ça a plu aux gens. Parce que l'ancien maire, il avait le droit, hein. Il arrivait le matin, il repartait le soir chez lui. À Paris, ils habitaient tous à Paris. C'était comme ça. Voilà. Donc, c'est cette proximité avec la ville d'Asnières. Mes enfants étaient à l'école à Asnières, mes cours s'étaient faits à Asnières, qui m'a permis de me faire une place. Voilà. Et du coup, si on reprend, c'est en 2010 ou 2013 que tu reprends l'hôtel à Chamonix, le Mont Blanc. Alors, ça c'est après. Alors, il y a eu ça c'est bien après. Donc, j'ai continué ma carrière. En 2000, j'ai donc arrêté la politique. J'ai repris le Martinez, le Palais Méditerranée et toujours le groupe Envergure qui avait les chaînes d'hôtel Campanile, première classe Kyriade. Et malheureusement, en 2005, suite à une longue histoire familiale, les membres de ma famille, au niveau de la génération de mon père, ils étaient 7, ils ne se sont pas entendus. Bon, notre groupe était un groupe coté en bourse, le Champagne Tétinger était coté en bourse, et la Société du Louvre, qui était la société filiale qui s'occupait de tous les hôtels, était cotée en bourse. Bon, voilà. Et à un moment, on a eu des actionnaires qui sont rentrés, un peu des raideurs, etc. La famille ne s'est pas entendue. Malheureusement, à notre grand désarroi, ma sœur, mon frère, mes cousins et moi, à notre génération, on s'entendait très bien, mais eux, au-dessus, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Voilà, il y avait des espèces de jalousie, de famille, de je ne sais pas quoi. Ce qui fait qu'on était amené à vendre notre groupe, malgré nous, à un fonds de pension américain, en 2005. Donc le groupe Campanile aussi. Tout. Le champagne, tout a été vendu. Okay. Et la personne qui a racheté le groupe, c'était un fonds de pension américain, M. Barry Sternitz, nous avait dit, écoutez, je rachète votre groupe, mais il y a une chose que je ne garderai pas, c'est le champagne Tétinger, parce que ce n'est pas mon truc. Ça n'intéressait pas. Voilà. Ça l'intéressait. Et donc, il a dit, dans 1 an ou 2, je le revendrai. Et là, j'ai un frère qui était déjà au Champagne Tétinger depuis 20 ou 25 ans, qui s'est dit, on va essayer de monter un tour de table et on va essayer de reprendre le Champagne Tétinger, parce que c'est notre nom, etc. Donc, il s'est activé avec la banque locale du Crédit Agricole à monter un tour de table pour reprendre le Champagne Tétinger, qu'aujourd'hui, il dirige avec ses enfants et dont mon père, mes frères et soeurs et moi-même, on est actionnaires. Pas les principaux actionnaires, mais on est actionnaires. Donc, il y a une histoire, on a quand même repris quelque chose qui portait notre nom. Bon. Mais moi, mon frère était au Champagne et ça suffisait, et avec ses enfants. Et quand on a vendu notre groupe, l'argent est arrivé au niveau de notre père. J'en ai récupéré un petit peu. Je me suis dit, moi, je ne vais pas rester à rien faire. J'ai des enfants qui ont 20, 22, 23, 25 ans. On a parlé, je dis, voilà, écoutez, il y a une chose que je sais faire, moi, c'est de l'hôtellerie. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse quelque chose ensemble? Mais tu as refait un peu le schéma, ce que tu as eu avec ton père, en fait. Voilà. Et mes enfants m'ont dit oui. Et il se trouve que j'ai un de mes fils qui est marié avec une Finlandaise qui était une championne de ski, qui adorait la montagne. Et est arrivée l'opportunité de reprendre un hôtel à Chamonix. Lui, qu'on connaissait bien, parce qu'on est là en vacances tout le temps. J'y avais travaillé. Et j'ai dit à mon fils, écoute, moi, on va s'intéresser à cet hôtel, il faut tout refaire. C'est un bel hôtel, l'hôtel du Mont Blanc, centre-ville. Mais si tu t'en occupes pas, je ne le reprends pas. Ce n'est pas pour avoir un directeur, etc. Donc, essaye de réfléchir. Il m'a dit, écoute, on tente, on est d'accord avec ma femme. Ils ont fait une petite formation hôtelière, ils sortaient de ses études de commerce, etc. Et on a repris cet hôtel-là, qu'il a remonté, rénové, etc. Et je suis reparti pour un tour. Tu reviens à l'hôtellerie maintenant. Revenir à l'hôtellerie, mais là aussi, avec mes enfants. J'ai une fille qui travaillait aussi dans l'hôtellerie, un autre de mes fils aussi. Bref, voilà. Et on s'est dit, on repart. Et puis, les opportunités, le décès de mon père a fait qu'on n'a pas pu garder notre hôtel à Chamonix, qu'on a donc apporté dans un groupe, dans lequel je suis devenu administrateur. Et avec mon fils, on s'est dit, on va continuer. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on monte des petites opérations hôtelières dans Paris, dont il s'occupe, avec des investisseurs.
On a 4 ou 5 hôtels actuellement dans Paris qui sont pas le nom d'une chaîne, c'est des petits hôtels 3 étoiles, qui marchent très bien et dont il s'occupe. Et d'où je le laisse, et il s'occupe de tout. Et donc on reste dans des métiers qu'on connaît. À un moment, quelquefois, on s'est dit, et ça lui plaît. Il passe la moitié de son temps en Finlande, parce que sa femme a une activité là-bas, et on fait cette affaire-là en famille. Maintenant, c'est lui qui s'occupe de tout. Et je me suis d'ailleurs rendu compte de plein de choses. C'est que l'évolution du métier, qui reste toujours un métier le même, il a beaucoup évolué. Sa façon de travailler à lui n'avait rien à voir avec la mienne. Avec tout ce qui se passe, l'informatique, les machins. Et du coup, j'ai pas mal d'admiration pour ce qu'il fait, parce que je ne le ferais pas. Voilà. Et moi, aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est de les aider. Mais pas de prendre leur place. Voilà. Et pas de leur dire sans arrêt de mon temps, c'était mieux de mon temps, c'était ci. Ce que mon père m'a jamais dit. Mon père m'a toujours laissé faire. Il n'était pas sur la même longueur d'onde que moi dans beaucoup de choses. Mon père était plus intéressé par les hôtels de luxe. Quand je lui expliquais que dans un hôtel première classe, on était à 1 euro près quand il fallait acheter du savon, des machins, parce que sinon, à la fin, on fait trop de dépenses. Voilà, bon. Mais il avait confiance, et puis comme cette chaîne, elle marchait bien, donc ça nous a facilité les choses. Et les hôtels qu'on reprend à Paris, ils marchent bien, mais on n'a pas la vocation de manger tout le monde, de devenir un groupe. Voilà, non, on a une vie personnelle, familiale, que j'avais pas moi à l'époque, beaucoup que eux ils ont et que j'apprécie beaucoup. Eux vivent avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants, etc. Et je trouve ça très bien. Parce que nous, malheureusement, je n'ai pas beaucoup connu mon père. Donc, quand on était petit, il avait été tellement près. Et même quand j'ai travaillé avec lui, je le voyais 2 fois par an. Lui, il avait dans notre groupe, on avait quand même du champagne, on avait une société qui s'appelait Baccarat, on avait des parfums, on avait de l'immobilier, des hôtelleries de luxe. Donc on avait un certain nombre de choses. Donc lui gérait le tout. Moi, j'étais dans un secteur qui était le secteur le plus important du groupe, mais qui était quand même ciblé sur l'hôtellerie. Oui, parce que travailler avec sa famille, c'est pas compliqué par rapport à travailler avec des salariés? Si, c'est compliqué. Alors moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais que mon père, et puis après, ma sœur a remplacé mon père. À un moment, quand il a quitté le groupe pour prendre sa retraite, c'est ma sœur qui l'a remplacé, mais malheureusement pas très longtemps, parce qu'après, je n'avais que lui dans la famille. Alors que lui, il avait ses frères et sœurs avec lui, qui n'étaient pas directement sous son ordre, mais il a fallu qu'il gère ses frères et sœurs. Et moi, j'ai toujours, comme j'avais sa confiance, ma famille ne m'a jamais embêté, je veux dire, jamais. Et je fais très attention avec mes enfants à les laisser faire. Et quand mon fils me demande quelque chose, c'est souvent parce que ça part d'un bon sens. Voilà. Et si demain il s'apprêtait à faire des choses qui me paraissaient surdimensionnées par rapport à nos capacités, je lui dirais, écoute, t'es sûr qu'on peut le faire? Regarde, là, on n'a pas les moyens, ou je sais pas quoi, mais à côté de ça, je laisse faire. C'est le secret. Mon père m'a laissé faire. Et j'avais des objectifs. Mais il m'a laissé faire, pas tous les matins. Il travaille sur l'objectif, c'est-à-dire que le temps que l'objectif il est atteint, ta façon de faire, c'est pas important. C'est pas important à partir du moment où, là il a été inquiet, par exemple, à un moment, je fais une anecdote, quand on a créé le Palais Méditerranée à Nice, dans l'hôtel 5 étoiles qu'on a construit, on a repris, dans le projet il y avait un casino. Il me dit, écoute, nous on n'est pas des gens de casino, qui étaient sûrs que aller là-dedans, à Nice en plus, c'est quand même un pays un peu difficile, etc. Bon. Je lui ai dit, écoute, oui, il y a des gens dans ce métier-là qui sont des gens très honnêtes. Tout le monde pense que le jeu, mais pas du tout. Donc, il m'a laissé faire. Il m'a dit, bon, je te fais confiance. On a créé donc ce casino, on en fait un, et ça marchait très bien. Après, on s'en laissait malheureusement séparer quand on a vendu le groupe, mais il y avait de la confiance. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je respecte. Quand on me fait confiance, je ne vais pas aller partir dans des trucs où je sais que ça ne va pas leur plaire. Oui, je comprends. Mais il y a un truc que je trouve admirable avec toi, c'est le côté où par rapport à ta génération, tu as beaucoup changé de métier, tu as beaucoup réussi à aller dans des endroits qui sont opposés et à t'adapter. Et c'est vraiment quelque chose que, quand je vois mes parents, c'est vraiment, à l'époque, c'était tu faisais un métier toute ta vie. Et c'est vraiment ma génération où on est vraiment dans ce côté-là. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille des fois à des gens que je vois. J'ai pas mal parlé dans des écoles hôtelières qu'on me faisait venir pour parler des promotions. Je leur dis, écoutez, si demain vous avez une opportunité, vous faites des études, vous avez fait 5 ans, 6 ans de dures écoles hôtelières, vous n'êtes pas forcément destiné à faire ce métier. Si autre chose vous plaît, n'hésitez pas. Il ne faut pas partir non plus mais moi, comme je n'avais pas de formation de base, ni comptable, ni juridique, ni financière, ni autre, j'étais libre de faire ce que je voulais, de l'aviation, du cinéma, du ski, du machin. Bon. Donc, je me suis fait plaisir toute ma vie, personne ne m'a imposé, et j'ai eu la chance
d'avoir des activités qui ont heureusement marché. On n'a pas géré les grosses crises, mais c'est un gros atout de pouvoir se dire, on n'a qu'une vie, et moi je vois à l'âge que j'ai aujourd'hui, je me dis, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait, et puis si demain il y a une petite opportunité qui se présente pour faire autre chose, je vous livrerai un secret que je livre à personne. Je suis un fan d'accordéon. Ouais. Bon, donc aujourd'hui, je joue de l'accordéon beaucoup, ça me plaît beaucoup. Okay. Voilà. Ça va faire rire des gens, etc. Mais je m'implique. Je m'applique à faire les choses bien. Je m'y intéresse. J'adore la musique. J'adore faire les choses. Donc voilà. Donc je me dis, c'est pas ça qui va me faire. Hein, mais je me fais plaisir. Et même dans les affaires, j'ai toujours fait les affaires pour me faire plaisir. C'est quoi le secret alors pour se faire plaisir et pour réussir à faire ça? C'est de pas trop se poser de questions, de faire des plans. Moi, j'ai souvent, quand on a construit les hôtels, tout le monde me demandait des business plans. J'en fais jamais. Je n'ai jamais fait de business plan dans lequel je me dis, je me lance alors que j'ai tous les atouts, j'ai tout calculé. Non, on prend des risques, un peu calculés, mais on prend des risques tout le temps. Moi, quand j'ai fait de la politique, je savais très bien que je pouvais me faire battre. Quand on se présente à des élections, on a beau être formidable, on se fait battre. Bon, voilà, et on le voit bien à toutes les élections. Donc, je savais très bien que ça pouvait arriver. Et que du jour au lendemain, quand on se fait battre, les gens vous disent plus bonjour. Bon, voilà. Donc, je n'avais pas fait de plan de carrière. Je n'avais pas envie de devenir ni ministre, ni président de la République, etc. Je faisais quelque chose qui me plaisait, avec des anciens rois qui m'ont fait confiance et à qui j'ai essayé de rendre la confiance que j'avais. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'améliorer la vie de mes concitoyens. Mais il faut avoir une liberté. Si demain mes enfants me disent, finalement j'arrête ça, je vais faire ça, je dirais oui. À partir du moment où je sens que c'est... Non, c'est vraiment... Et quelquefois, quand on fait des études très spécifiques, ben, on est forcément orienté. Est-ce que le secret, du coup, c'est pas de ne rien attendre de quelque chose? C'est-à-dire le fait de ne pas se projeter, de se dire comment ça va se passer à ce moment-là. On ne peut pas être déçu et on ne peut que être heureux de ce qui peut arriver, en fait. Exactement. Si, c'est ça. C'est bien résumé. C'est que... alors, il y a quand même des gens qui ont besoin d'être programmés. On n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre. Moi, de temps en temps, quand je me suis lancé dans certaines choses, il y avait une incertitude. Et une incertitude, même financière, de gagner moins ma vie, de ci, de là. Donc j'aurais pu me dire, oulala, je suis bien là, tranquille, j'attends la retraite. Non, pas du tout. Vous voyez, bon. Et tu vois, donc je pense que si on a la chance de pouvoir faire ce qu'on aime, et même des petites choses, moi j'ai beaucoup regretté de ne pas lire suffisamment, aller au spectacle, ce que je fais maintenant un peu plus, faire de la musique, etc. Moi, quand on me pose des questions, je leur dis toujours, écoutez, faites ce que vous avez envie de faire, et sinon vous le regretterez toujours. C'est très beau ce que tu dis. Ouais. Merci beaucoup, Franck. Non, écoute, je vais pas avoir... voilà, parce qu'aujourd'hui, la vie est plus difficile pour les jeunes d'aujourd'hui. Il y a des grosses compétitions, puis à côté de ça, vous avez une chance inouïe d'avoir des outils informatiques, des réseaux sociaux, des choses que nous, on n'avait pas. C'est-à-dire que tout à l'heure, on évoquait mon ascendance familiale. On a fait des recherches avec mon père sur notre famille, on est remonté à 10 générations. Il nous a fallu 3-4 ans pour tout. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu as quasiment tout ton arbre généalogique. Et moi, je me sers d'Internet très souvent. J'adore l'histoire, j'adore... Et en 5 minutes, tu n'as pas besoin de lire 30 livres. Quand tu as envie de voir le parcours de quelqu'un, d'un homme politique, donc il y a un niveau d'information aujourd'hui qui est époustouflant. Hein. Mais si tu veux te cultiver, peu importe, ça va très vite. Mais par contre, il ne faut pas être prisonnier. Il y a des gens qui font des burn-out à force de jour et nuit, d'être sur les réseaux, ces choses-là. Bon. Aujourd'hui, on est très stimulé avec les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est le côté où on ne vit plus forcément à l'extérieur. Oui. Alors justement, pour ça, moi je ne suis pas réseaux sociaux, je ne suis pas dedans, mais bon, c'est comme ça. Mais il y a un côté quand même très stressant. Moi, j'ai des amis personnels en politique, ils me disent, je ne peux plus dire un mot à table. Si je dis quelque chose à table, en privé, avec une dizaine de personnes que j'aime bien, le lendemain, je suis sur les réseaux sociaux, je me fais assassiner. Parce que j'ai dit un truc un peu... Oui. Tout peut être repris, tout peut être filmé. Tout de suite repris, déformé. Et donc moi j'ai des amis qui me disent je ne peux plus parler à table de politique parce que le lendemain ils sont un peu connus. J'ai pas mal d'amis politiques qui sont encore connus. Voilà. Et quand je pose des questions, je me dis France, je te réponds, mais surtout, ne dis rien. Non mais c'est dément. Hein. Oui, bah,
Tu deviens parano limite. Ouais, et on se fait massacrer le lendemain sous prétexte. Mais bon, c'est comme ça. Non, non. En tout cas, merci beaucoup. Non, pour mais ce merci temps. de m'avoir reçu. C'était hyper intéressant. Voilà. Et juste un dernier mot à dire aux personnes, voilà, c'est un mot de la fin, si tu veux, un conseil, quelque chose. Alors, un conseil, je me garde souvent bien je n'ai pas la compétence souvent pour donner des conseils. Moi, simplement parce que s'il y a des choses que vous avez envie de faire qui ne sont pas forcément ce que vous avez programmé, c'est pas grave. Il faut y aller, même si c'est une expérience d'un an ou deux, ou de voyager. J'ai regretté, moi, de ne pas faire assez de voyages. Les voyages que j'ai faits étaient des voyages trop professionnels pour profiter. Et il y a des tas de pays que j'aurais bien aimé visiter, comme le Japon, que je n'ai pas fait. Ça, c'est un des grands regrets. Et j'aurais dû, à 20 ans, j'avais un peu partir peut-être faire un tour du monde avec un sac à dos, je ne sais pas quoi. J'ai toujours regretté de ne pas connaître d'autres civilisations formidables comme l'Inde, etc. C'est un des grands regrets. Donc si on peut le faire, on s'enrichit énormément en rencontrant d'autres gens. Mais ça, si on peut le faire, il faut vraiment le faire parce que c'est vraiment indispensable pour avoir une vie heureuse. Merci beaucoup.